d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours, qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes et puis faire découvrir également ton nouveau domaine. Et donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire déjà d'où est-ce que tu viens, quelles sont tes origines, tes racines? Alors, je suis née à Annecy et j'ai habité jusqu'à mes études dans la région annécienne, c'est-à-dire dans un petit village à côté d'Annecy. Mhm. Et ensuite, j'ai fait mes études à Grenoble. Donc, plutôt Haute-Savoie et un petit Voilà, peu dans l'Isère. un petit peu dans l'Isère, ouais, ouais, ouais. Et si on retrace un petit peu ton parcours, quels étaient tes rêves de métier enfant? Alors, enfant, comme toutes les petites filles de mon âge, je rêvais d'être maîtresse. Du coup, j'ai quand même en partie rempli ce rêve d'enfance. Et après, ça a évolué, anthropologue, sociologue, voilà, plein de choses. Qui se sont transformées au fur et à mesure. Et je suis revenue à l'enseignement. À l'enseignement, d'ailleurs, tu vas nous en parler un peu plus. Quels étaient tes choix d'orientation, du coup, au moment post-bac, j'imagine, à ce moment-là, en tout cas, où on doit choisir, quels ont été tes Mhm. choix et par quoi ont-ils été influencés? Alors, j'avais commencé par faire une maîtrise d'économiste trilingue. Donc, j'étais en LEA, je faisais anglais-allemand et j'avais une option économie à Grenoble. Et ensuite, l'enseignement m'a quand même beaucoup attirée pendant longtemps et j'hésitais à me lancer. Et finalement, au bout de 2 ans de cette formation à Grenoble, je me suis dit, allez, je vais passer en fac d'anglais pour pouvoir passer les concours et enseigner. Et alors, la question, pourquoi l'anglais? Alors, j'ai toujours adoré l'anglais depuis toute petite. Je me souviens que mon papa me disait des mots en anglais quand je savais pas parler anglais et ça me fascinait de me dire qu'il y avait des gens qui parlaient une autre langue et qui se comprenaient. Et je me suis dit, ah, mais c'est magique. Et du coup, j'ai toujours adoré l'anglais et puis tout ce qui va avec, la littérature, l'histoire. Et oui, les études d'anglais, je me suis vraiment, vraiment fait plaisir. J'ai adoré ça. Donc, tu as fait ces premières années où il y avait toutes les langues plus l'économie. Ensuite, tu t'es Oui, spécialisée en tant complet. que professeure enseignante anglais. Ça a duré combien d'années, cette partie-là? Pour la formation ou pour l'enseignement? Alors, les deux. Les deux. Alors, j'ai fait donc un DEA en anglais. J'ai travaillé sur un écrivain anglais, enfin une écrivaine maintenant on dit, c'est Jane Austen. Et ensuite, j'ai passé les concours, donc le CAPES, et puis plus tard, des années plus tard, j'ai passé l'agrégation en interne. Voilà. Ça représente combien d'années d'études? En tout, pour faire un DEA, c'est bac plus 5. Et puis après, les concours, ben, tout dépend si on les a du premier coup ou si on fait plusieurs essais. Moi, j'ai fait plusieurs essais. Donc voilà. En tout cas, 5 ans au niveau. 5 ans minimum, ouais. En tout Quels- cas, pour aller jusqu'au DEA, parce que je voulais faire de la recherche au départ et enseigner à la faculté. Hmm. Et ensuite, quels ont été donc tes premiers pas en tant qu'enseignante et vers quel public, si je puis dire, tu t'es orientée? Alors, j'ai fait mon année de stage dans un lycée à Voiron. Et ensuite, j'ai été mutée dans le nord de la France, dans l'Oise, où là, j'ai eu des publics différents. J'ai fait 1 an dans 2 collèges, qui étaient un classé ZEP, et c'était beaucoup de SECPA, et sinon des collégiens. Et l'année d'après, j'avais à la fois des SECPA et des lycéens. Et ensuite, je suis venue à Bourg-en-Chablais, où du coup, j'ai été enseignante en collège pendant plus de 15 ans. Mm. Est-ce que donc au total, plus de 15 ans dans le Chablais, ça fait combien d'années au total? Que j'ai enseigné? J'ai Hmm. enseigné 19 ans, je crois. Wow. Mm. Mm. Est-ce que tu sais combien de classes, combien d'élèves ça représente en gros, grosso modo, si tu as une idée, hein. Je sais que la question n'est pas évidente. Très bonne question. Euh, je dirais en moyenne 4 ou 5 classes par an, avec entre 20 et 30 élèves par an. Donc, ça fait beaucoup. Et là, j'avoue, je sais Wow. pas. Bah, en tout cas, ça Ouais, donne déjà un ouais, aperçu. ouais, ouais. Mm. Ok. Donc, il y a 4 ou 5 classes, 20 élèves environ, fois 19 ans. Au minimum, ouais, minimum, ouais. En Wow. général, c'était plutôt 27, 28. Mm. Wow. Mm. Et qu'est-ce qui te plaisait dans l'enseignement? Qu'est-ce qui te faisait vibrer? J'adore transmettre, voir les enfants progresser, le contact avec les élèves.
Hem et puis, oui, transmettre, ouais. Ouais, ouais, mais vraiment, ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur et je me sentais bien, c'était vraiment chouette de partager avec eux, bah, tous ces moments où des fois on avait des fous rires, ou des fois, bon, des fois c'est plus dur, mais en tout cas, ouais, il y avait vraiment des belles choses, des beaux contacts, donc ça c'était bien. Et puis même avec les parents aussi, j'aimais bien le contact. Donc tout ça m'a beaucoup plu. Et ce qui m'a moins plu, du coup, qui m'a fait changer, c'est que j'ai eu l'impression de perdre un peu le sens de ma mission, que les conditions de travail se dégradaient, qu'on était un peu on nous demandait toujours de faire beaucoup plus avec peu de moyens et il fallait compenser, compenser, compenser. Et donc, ouais, au bout d'un moment, ça m'a vraiment épuisée et j'ai eu envie d'autre chose. Et par rapport à enfin, durant cette période, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a, comment dire, euh, au-delà, donc tu parlais de la difficulté du métier, juste avant tu parlais des points positifs de ce qui t'animait. Est-ce qu'il y a un élève, une situation qui t'a marqué, un souvenir marquant que tu aimerais nous partager sur ces 19 ans de carrière en tant que prof? Il y en a tellement, c'est difficile de faire le tri. Euh, Là, j'avoue, comme ça, il y en a beaucoup, donc je ne sais pas. C'est ok, Je vais essayer de réfléchir. Ouais, ouais, ouais. l'exercice n'est pas facile. Je pose des questions justement qui sont pas préparées pour le Ouais, coup. ouais, ouais, non, mais Euh, c'est vrai. voilà, c'est que des fois ça vient, c'est intuitif, ça vient. Ouais, ouais, ouais. C'est ok. Ah si, peut-être bah, les élèves qui... Enfin, je sais pas, ça me vient comme ça, des élèves qui viennent à la fin de l'heure pour parler d'autre chose, mais qui, on sent qu'ils ont envie d'un contact et que ça leur fait plaisir de parler d'autre chose et puis qu'on s'intéresse à eux aussi. Mm. Ouais, c'est vrai que ça, c'est le petit moment où on peut Ouais, 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 ouais. une forme de Ouais, ouais, ouais. piège, surtout si c'est toujours les mêmes qui reviennent. Ouais, il y a un Oui, il petit. y en a qui aimaient bien traîner à la fin du cours et puis ou alors les petits cadeaux pour montrer qu'ils nous aiment bien et pour Noël par exemple, des petits messages, choses comme ça. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on se dit ah j'ai touché les enfants, ça leur a apporté quelque chose donc oui, ça c'est chouette. Mais c'est la C'est un beau partie. témoignage. Mm. Et donc, tu disais aussi, donc à contrario, il y avait plus de difficultés avec le temps, moins de moyens, etc. Qu'est-ce qui, donc par rapport à ce point, qu'est-ce qui a été un élément déclencheur pour toi pour te dire, allez, cette fois, je vais changer, malgré tout le positif, Mm. tout ce que tu pouvais aimer dans la transmission, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, je vais changer? Eh bien la dernière année où j'enseignais, c'était enfin non l'avant-dernière année, j'ai été très 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 fatiguée à la Toussaint parce que j'avais beaucoup préparé mes cours, entre autres, Mm. en août. Et puis ça faisait un moment que j'accumulais de la fatigue et que j'avais des problèmes de santé, enfin c'était compliqué. Et à la Toussaint, je me suis effondrée pendant les vacances, je n'arrivais plus à avancer, j'étais épuisée et je me suis dit que voilà, j'avais peut-être atteint le bout de ce que je pouvais donner, en tout cas à ce moment-là. Donc je me suis questionnée, je me suis dit il faut peut-être que j'envisage autre chose parce que j'ai pas envie de mal enseigner, de plus être capable de le faire correctement et puis moi d'être mal. Donc voilà, grosse fatigue. Donc la fatigue Mm, physique, ouais, vraiment, ouais. Fatigue physique, psychologique, nerveuse, fatigue nerveuse, ouais. et Donc ça, c'était le déclencheur. le déclencheur. Et vers quoi est-ce que tu as souhaité aller et pourquoi? Alors j'avais d'abord envisagé enseigner, mais peut-être dans des plus petites structures ou d'une manière différente ou aux adultes. Mhm. Et puis en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, il y a un autre domaine qui me plaît et sur lequel je m'étais déjà renseignée, c'est l'architecture d'intérieur, la décoration. Donc au début, j'étais plutôt partie sur la décoration. Et en discutant avec des gens, je me suis rendu compte que l'architecture d'intérieur, c'était encore plus large et ça apportait plus d'opportunités de modifier l'habitat. Et qu'on avait plus d'éléments à notre disposition en faisant aussi de l'architecture d'intérieur. Donc je me suis dit, ah bah tiens, ça m'intéresse. Et comme j'avais rénové notre maison, Mhm. on avait rénové une première fois et ça m'avait intéressé de se faire des suggestions, de proposer tel ou tel aménagement. Et du coup, je me suis dit, bah oui, ça peut être une piste. Donc, je me suis renseignée et ça m'a vraiment, vraiment intéressée.
Comment est-ce que tu t'es formée? Alors, j'ai suivi une première formation en Suisse, mais qui était purement théorique et du coup, j'ai laissé tomber au bout de quelques mois parce qu'en parallèle, j'avais découvert une formation française, c'est l'école Home, et qui était basée sur le apprendre en faisant. Donc en fait, j'ai appris des cas très concrets, puisque d'abord j'ai travaillé sur ma maison, vu qu'on la rénovait une deuxième fois. Et le but, c'était d'apprendre sur des vrais dossiers avec des vrais clients et pas juste des exercices. Et du coup, j'ai fait pas mal de dossiers de clients, des amis, des gens autour de moi qui m'ont confié des biens pour pouvoir m'entraîner. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et cette école est vraiment formidable. Vraiment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des cours que tu as eus, par exemple les domaines, le champ d'action de l'architecte d'intérieur, puisqu'aujourd'hui, des fois, il y a l'inconscient collectif qui a une idée qui est peut-être biaisée. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'occasion de, Oui. de clarifier tout ça. Alors, en architecture d'intérieur, on travaille d'abord sur bien connaître ses murs, c'est-à-dire vraiment faire un état des lieux complet pour voir toutes les contraintes auxquelles on va être confronté par la suite. Il y a aussi donc tout ce qui est étude, enfin dans cette école, l'accent est vraiment mis sur l'étude du foyer et des habitants, voir qui va loger à cet endroit, est-ce que ça va être des colocataires, est-ce que ça va être un investissement, est-ce que ça va être une famille, et vraiment connaître à fond les besoins et le mode de vie des gens qui habitent. Ensuite, on a eu des cours ben, plus théoriques, enfin théoriques, plus pratiques et techniques sur ben, la plomberie, la cuisine, comment se construire une salle de bain, les erreurs à éviter, tout ce qui est aussi isolation, voilà, des choses très pratiques. Comment ouvrir, enfin, comment placer les portes, voilà, les fenêtres, ouais. Ça, tu nous en diras un peu plus de l'importance du placement de tous ces éléments Mhm. euh, L'ergonomie aussi, pardon, j'ai oublié l'ergonomie, voilà. en tout cas, plein Ouais. de. Plein de choses. Les assurances, même des cours plus sur comment monter son entreprise, les assurances, la décennale, comment être assuré correctement et se protéger. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc, on reviendra dans on va dire le cœur du sujet et du métier. Tu nous en diras un peu plus d'éléments pour pouvoir découvrir ce domaine en particulier. Aujourd'hui, donc tu es architecte d'intérieur, tu es à ton compte. Comment ça se passe au niveau d'un un accompagnement? Comment se déroule un accompagnement? Alors j'ai plusieurs formules, donc je m'adapte vraiment aux demandes de mes clients et à leurs besoins. Donc globalement, si c'est un projet complet, et après on peut le diviser en plusieurs étapes. D'abord, on s'occupe de tout ce qui est mesure de la maison ou de l'appartement. Et puis, je fais différentes propositions d'agencement sur un plan 2D. Les clients choisissent, on en discute, on peut trouver une troisième solution ou une quatrième solution. Et à partir de là, on rentre dans les détails. On va plus dans ben, du sur-mesure, la décoration, plan d'éclairage. Après, c'est tout ce qui est aussi préparation du chantier, coordination. Donc, il y a plusieurs aspects. Soit je m'arrête à proposition d'agencement avec différentes propositions et les clients après font la suite tout seuls. Soit je les accompagne plus loin avec la décoration ou pas, avec le plan électrique ou pas. Et après, je peux coordonner aussi le chantier de A à Z. Et quelles Donc, sont c'est vraiment clé en main. les clés en main? Mm. Et quelles sont les raisons ou les problématiques pour lesquelles les personnes te consultent, te sollicitent? Alors, souvent, c'est des problèmes d'agencement, d'espace. Les gens ont du mal à mettre à profit l'espace dont ils disposent, ou alors ils ont des problèmes de circulation, où les pièces sont conçues de telle manière qu'ils ont du mal à les agencer, donc ils me demandent de l'aide. J'ai aussi pas mal de demandes pour de la décoration, Mm. donc des conseils en décoration. Les gens ont envie d'avoir un intérieur qui leur ressemble, et ils ne savent pas par quel bout commencer, donc ils me demandent de l'aide. Euh, Ça, c'est les principales raisons pour lesquelles les gens font appel à moi. Et aussi
parce que des fois, ils ont du mal à trouver des artisans et ils ont envie de quelqu'un qui coordonne les travaux à leur place. Ils n'ont pas Hmm, envie de s'occuper de cette partie. d'accord. Et je sais que donc nous on a déjà échangé, je te connais dans ton expertise, experte et passionnée. Il y a également la dimension de décoration consciente, de Mhm. psychologie de l'habitat, thérapie de l'habitat. Je ne sais pas si j'utilise les bons Oui, termes. c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, la thérapie de l'habitat et la psychologie de l'habitat, c'est l'idée qu'en fait, on ne choisit jamais un lieu par hasard. Il y en a même qui disent que c'est le lieu qui nous choisit. Et du coup, c'est pour dire que notre habitat, c'est un miroir de qui nous sommes, parce qu'on projette notre inconscient sur nos murs à travers la décoration. Et la décoration, en retour, elle nous impacte dans notre quotidien. Et donc, c'est comment faire en sorte que la décoration soit un facteur de développement, d'évolution et qui nous permette de nous sentir bien chez nous et parfois même d'enclencher des changements dans notre quotidien, que ce soit professionnel, sentimental, voilà. Parce que tout est symbolique et tout nous impacte. Waouh. Et donc ça fait partie aussi des problématiques pour lesquelles les personnes peuvent te Oui, consulter. tout C'est-à-dire à fait. une difficulté à avancer au niveau professionnel, une difficulté à avoir un revenu comme on le souhaite, ou bien d'avancer sur la vie sentimentale. Mhm. Alors, tout à fait. Après, c'est pas une baguette magique non plus, mais disons que c'est une prise de conscience, souvent. Et ça permet de remettre les choses en évidence et de se dire, ah bah tiens, je vais pouvoir avancer en utilisant telle technique de décoration, telle couleur, comment les couleurs nous impactent. Voilà, il y a des couleurs qui sont contre-productives, on va dire. Donc, des couleurs, par exemple, ou des agencements qui vont pas être favorables. Et donc, on peut travailler là-dessus pour effectuer des changements dans notre quotidien. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples, par exemple, qu'est-ce qui pourrait empêcher la prospérité? Qu'est-ce qui pourrait aussi empêcher de rencontrer l'amour? Yeah. Yeah. Alors, pour la prospérité, c'est par exemple la position du bureau ou le type de bureau qu'on va choisir. Hmm. Et puis tout ce qu'on va mettre au mur également. Par exemple, pour avoir une activité pérenne, l'idéal c'est d'avoir un bureau qui soit massif pour montrer qu'on est bien ancré dans notre activité. Avoir un fauteuil qui ne soit pas sur roulette, parce que sinon on est moins ancré. Donc un fauteuil qui nous englobe aussi bien pour asseoir nos assises euh, avec du coup du massif pour dire voilà, mon activité est pérenne, elle va s'ancrer et ça va me permettre d'évoluer. Et après, on peut utiliser des symboles aussi sur les murs. Par exemple, on peut avoir des cascades d'eau, on peut avoir des images qui nous font penser à l'argent, ou voilà, ça peut aider. Et puis des plantes vertes avec des feuilles généreuses. Euh, Si en plus on utilise le feng shui, on peut les placer stratégiquement dans une pièce. Donc voilà, ça peut faire partie des choses qui peuvent être positives. Les couleurs également. Par exemple, un bureau rouge, ça peut être aussi, bah, on, on s'affirme. C'est un côté très professionnel, voilà. Donc c'est une couleur qui peut, alors peut-être pas rouge, rouge sang, mais en tout cas un grenat, voilà, ça peut aussi apporter de la prospérité. En tout cas, une posture. Hmm. Et au niveau sentimental?
Alors, au niveau sentimental, dans la chambre, il est important d'avoir des couleurs qui favorisent le bien-être du couple, c'est-à-dire ben, plutôt des couleurs enveloppantes, cocooning, des beiges, des nudes, des roses pâles. Ça permet de favoriser l'amour, c'est la couleur de l'ouverture du cœur. Et on privilégie aussi tout ce qui est en double. Des chevets identiques en double, si possible, plutôt avec des formes arrondies pour pas avoir des angles qui nous reviennent dans la figure. En feng shui, c'est pas terrible. Des lampes de chevet identiques. Et après, sur les murs, pareil, des images inspirantes de l'amour. Voilà, ce qui nous fait du bien, mais qui inspire l'amour. Par exemple, pas d'image de femme seule ou d'homme seul, parce que là, ce sera contre-productif. Mm. Et des images de couple. Mm. Super intéressant. Et Mm. tu parlais toujours du feng shui. Tu parles dans le feng shui ou par rapport au feng shui. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu sous-entends? C'est-à-dire que le feng shui, c'est encore quelque chose qui vient s'ajouter à la thérapie de l'habitat, à la décoration consciente, à l'architecture d'intérieur? Oui, alors le feng shui, en fait, on peut des fois en faire spontanément sans s'en rendre compte. Par exemple, quand on aménage une chambre, le fait d'avoir l'œil qui porte sur la porte, de contrôler la porte, ça c'est du feng shui, c'est hyper important en feng shui et il y a plein de gens qui le font spontanément. Donc on déconseille d'avoir la tête de lit sur le mur de la porte, parce que là on contrôle pas la porte. Le feng shui, moi je suis pas spécialiste en feng shui, mais j'ai des notions que j'applique, bah, notamment celle-ci. Euh, et après sur aussi les couleurs, les symboles, mais sans être vraiment très bien formée à ça pour le moment. Donc voilà, c'est un outil supplémentaire. J'ai des notions, mais je ne maîtrise pas complètement la question. Ok, merci. Ouais, c'était ma question. Donc, c'est un Oui, outil complémentaire. voilà. Mais je suis pas maître feng shui. Super, super intéressant. Et donc là, on a balayé pas mal d'éléments. Quelles sont les règles à connaître quand on aménage son appartement, de façon générale, si tu peux donner quelques éléments? Alors, une chose qui est très importante que les gens des fois oublient, c'est d'avoir une entrée. Parce que entrer directement chez les gens, c'est un peu intrusif. Et d'avoir une entrée, déjà, ça permet de faire un sas Hmm. entre l'extérieur et l'intérieur, entre le moi social et le moi intime. On sort de la sphère sociale. Et c'est un peu comme déposer toutes les énergies de l'extérieur dans le sas. On fait une transition qui permet de revêtir notre autre casquette de maman, épouse, voilà. Donc en fait, c'est là où on pose nos habits d'extérieur, quoi, si on veut. Et donc ça fait une transition tant sur le plan physique que même sur le plan psychologique. Hmm. Et en plus, c'est un endroit où on va pouvoir mettre du rangement, donc c'est important d'avoir une assise, des rangements, un miroir, voilà. Donc ça, l'entrée, c'est à ne pas négliger. C'est important dans une maison. Et après, l'agencement de la cuisine aussi, c'est important parce que une cuisine où il y a trop d'espace entre les éléments, ça va pas être agréable au quotidien. On va faire plein d'allers-retours, ça va être éprouvant. Et Hmm. il y a des éléments à mettre dans un certain ordre dans une cuisine. Par exemple, d'abord on a le frigo, ensuite on a une petite place pour poser ce qu'on sort du frigo. Ensuite, on a l'évier pour laver. Ensuite, on a le plan pour découper. Ensuite, on cuit. Donc, il y a un certain ordre à respecter pour que ce soit efficace et qu'on ne perde pas trop de temps. On va et vient. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu vois qui sont, alors quelques-unes hein, en exemple, qui sont vraiment à éviter, des erreurs assez, entre guillemets, graves et qu'il faut... Oui. Alors, je pense à une, c'est attention à la machine à laver dans la salle de bain. Il doit y avoir un respect des volumes parce qu'une machine à laver trop près d'une baignoire ou d'une douche, ça peut être vraiment dangereux. Donc là, les gens, ils savent pas toujours quelles sont les dimensions à respecter. Ça peut être vraiment important. Donc ça, c'est une erreur plus, enfin vraiment à éviter, mais voilà, il y en a d'autres. Dans quel Bah, sens justement, tu dis dangereux, excuse-moi, dans quel sens dangereux?
Et ben en fait, si tu as les pieds dans l'eau dans ta baignoire et que tu touches la machine à laver pour une raison X ou Y, tu risques l'électrocution, tout ce qui est appareil électrique d'une manière générale. Mais voilà, en fait, on dit qu'il faut pas avoir les pieds dans l'eau quand on touche un appareil électrique et si la machine à laver est trop près, eh ben, il y a Mmh. un risque. Même s'il est minime, il y a un risque quand même. En tout cas, en tant que professionnel, faire hyper attention. Voilà. Donc ça, c'est un risque vital. Après, dans les erreurs, bah voilà, de la cuisine, les erreurs d'ergonomie, de circulation. Et je dirais aussi, ben, quand on a un petit espace, acheter de petits meubles, parce que sinon on se retrouve vite à galérer pour agencer. Et grands espaces, grands meubles. Ça, c'est la règle. Pareil pour les grands murs, des grands tableaux, voilà. Donc ça, c'est une règle générale d'architecture d'intérieur, de décoration. Est-ce qu'il y a une pièce qui est plus importante que les autres dans une maison? Elles ont toutes leur importance, mais pour moi, la pièce que je préfère, je dirais que c'est le salon. Parce que c'est là où on passe le plus de temps, où c'est convivial et où on a envie d'accueillir les gens, la famille. Et du coup, voilà, pour moi, le salon, c'est la pièce centrale, c'est un peu ouais, le foyer, quoi. Ça représente le foyer. Et du coup, pour moi, c'est la pièce principale. Mais il faut aussi avoir une bonne cuisine pour pouvoir accueillir les gens dans de bonnes conditions. Donc, je dirais que toutes les pièces sont importantes, mais peut-être quand même le foyer, le salon, à mon sens. Et quel est l'impact du désordre à la maison sur notre vie? Tu disais que notre habitat est une forme de miroir, donc ça Mhm. reflète l'intérieur comme ça peut nous renvoyer des choses en boomerang. Quel est Mhm. l'impact du désordre? Alors, effectivement, ça dépend si le désordre vient C'est refléter ça. ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais dans tous les cas, quel est l'impact dans notre vie? Alors, le désordre, c'est pas considéré de manière négative parce que c'est un état. Enfin, je veux dire, c'est déjà il y a plusieurs formes de désordre. Le désordre pour l'un n'est pas le désordre pour l'autre. Et je dirais que un désordre qui est limité, bon ben voilà, c'est pas très impactant. Après, enfin quelqu'un qui accumulera beaucoup de choses et qui arrivera plus à ranger, qui se sentira submergé, ça peut montrer, eh ben, voilà, du désordre intérieur, des choses qu'on n'arrive pas à résoudre en soi, et ça manque de fluidité, ça impacte la circulation de l'énergie. Donc sur le plan spatial, mais aussi sur le plan psychologique. Donc on va avoir du mal à se projeter dans des nouveaux projets, on va être dans une forme de stagnation, on Mm. va se sentir submergé, ça peut créer de la fatigue mentale, parce qu'on a de la fatigue visuelle, c'est Mm. une pollution visuelle en fait. Ouais. Et d'où l'importance à la fois de désencombrer et de ranger, même sans rentrer dans l'excès inverse du trop rangé, où là on tombe dans une autre forme d'expression des traumas. Où là ce sera je veux tout contrôler et même mes émotions et voilà donc c'est disons un peu de désordre entre guillemets, c'est pas négatif, mais il faut pas que ça nous empêche de vivre bien. Donc la modération. Voilà, tout à fait. Mm. Waouh. Aujourd'hui, tu es architecte d'intérieur depuis combien de temps? Alors, j'ai ouvert mon entreprise en 2023, mars 2023, donc 3 ans. Sachant que j'étais en formation depuis 2021 et que j'ai poursuivi ma formation sur 2023 et que je continue à me former sur la neuroarchitecture et plein de choses qui sont liées à la décoration et à la décoration consciente. Et ça représente combien de projets aujourd'hui sur ces 3 années? Alors, j'ai des projets à différents degrés. Je peux avoir une chambre d'enfant ou alors je peux avoir une maison ou un appartement. Je dirais 25 projets peut-être. Et est-ce qu'il y a un projet qui t'a particulièrement marqué? Euh, alors ils sont tous importants à mes yeux. Mais je dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'est ma propre maison, puisque du coup j'ai pu faire les chambres de mes filles avec le regard d'architecte d'intérieur, en privilégiant tout ce qui était un peu atypique, en faisant plaisir aussi sur la décoration. Donc je dirais que c'est ce qui m'a le plus marqué et c'était le plus difficile aussi, parce que quand c'est pour soi, on a du mal à faire des choix.
Donc voilà, je dirais que c'est mon projet personnel, qui est aussi un projet d'études. Donc voilà, il a pris beaucoup de mon espace mental. Mhm. Mais j'en suis contente. Tout en te challengeant parce qu'il y a l'affect. Donc, Oui, ouais, ouais. Et puis c'était très difficile parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de murs qui étaient... Enfin, les murs sont pas droits du tout, donc pour faire les plans, c'était vraiment, vraiment difficile. et aujourd'hui, donc par rapport à ce nouveau métier, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Qu'est-ce qui te donne envie de toujours continuer d'apprendre, d'aller plus loin dans ce nouveau domaine? Alors, tous les projets sont différents et j'adore rencontrer mes clients, j'adore le contact avec eux. Euh, Réfléchir sur les plans, j'adore réfléchir sur les plans, l'agencement, comment on va pouvoir organiser l'espace, trouver plusieurs solutions, leur proposer, voir des fois quand ils ont les petites étincelles dans les yeux, de se dire ah ouais, c'est chouette, on va faire comme ça, on n'y avait pas pensé. Et puis ouais, qu'ils soient contents, c'est ça qui est le principal. Donc c'est vraiment le contact et puis l'accompagnement. Hmm. En plus de bien sûr l'aspect technique, mais voilà, c'est aussi ça qui me fait vibrer. Et qu'est-ce que tu trouves dans ce nouveau domaine que tu ne trouvais plus dans ton métier de prof d'anglais? Ou à contrario, qu'est-ce que tu ne trouves pas ici qui existait dans ton métier? Qu'est-ce qui pouvait te freiner avant? Alors, je dirais que ce que je ne trouve pas dans ce métier, c'est une certaine forme de sécurité. Hmm. Donc ça, c'est difficile parce que les projets, des fois, on a des temps morts et du coup, financièrement, c'est pas évident. Donc ça, c'est quelque chose que je ne trouve pas et que j'avais pour quand j'étais enseignante. Après, j'ai l'impression de pouvoir donner le meilleur de moi-même et qu'il y a peut-être un retour. Alors, je sais que même mes élèves, il y avait des retours très positifs, mais Hmm. il y a quelque chose de différent. C'est gratifiant également de voir que les gens sont contents. Et puis, quand les gens nous tutoient et que ça se passe bien, eh bien, je me dis, ça y est, Enfin voilà, on a noué un contact, ils sont contents, ils vont être bien chez eux et c'est ce qui compte. Hmm. Donc un retour visible peut-être plus rapidement, plus Oui, 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 visible. peut-être, ouais, 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 Hmm. ouais, tout à fait. Génial. Mm. Et une dernière question, puisque j'adorerais passer des heures, c'est tellement intéressant. Mais l'idée, c'est quand même de faire découvrir et que les personnes qui souhaitent en savoir plus, qui souhaitent avoir des conseils pour leur logement, leur habitat, viennent te consulter, hein. On est là pour Mm. vraiment donner envie, donner certains éléments, mais évidemment, il faudrait des heures pour Ah oui. l'aborder. Euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un par rapport, donc là je reviens au parcours, euh, qui a envie de changer de voie, qui a envie d'avoir une voie qui a plus de sens, qui est plus impactante ou qui juste se sent plus vibrer dans son métier actuel? Mhm. Je pense que c'est important, vu le temps qu'on passe au travail, d'avoir un métier qui nous plaît, qui nous fait vibrer. Et je pense qu'il faut pas hésiter à changer, même si des fois, on est freiné par le fait de devoir se former, l'impact financier. À mon avis, ça vaut le coup vraiment d'être bien dans son travail et de se faire plaisir. Donc, c'est sûr qu'il faut un peu assurer ses arrières d'une certaine manière, en tout cas d'une manière sur le plan financier, mais je pense qu'il faut, si on en ressent le besoin, c'est que c'est le moment et qu'il faut se lancer. Hmm. Alors ce sera le conseil de la fin, la phrase de la fin. Ouais, Merci ouais. infiniment, Nathalie, pour cet Merci beaucoup à toi. qui était hyper enrichissant, qui donne envie d'en savoir encore plus. En tout cas, pour ma Avec part, je suis plaisir. toujours fascinée par tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris ces dernières années, ton savoir dans ce domaine qui est hyper intéressant. Et puis pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir davantage, qui souhaitent te consulter, puisque Mhm. moi j'ai eu la chance d'avoir donc de bénéficier de tes prestations et j'en étais vraiment j'en suis très satisfaite. Ça a été très enrichissant pour moi, ça m'a permis de débloquer plein de choses dans ma propre vie, d'avoir des notions que j'avais pas, parce que c'est concret. Quand c'est chez soi, on a vraiment, on se dit, oh waouh, on réalise, et tu as vraiment ce regard avec un regard d'expert et très passionné. Donc je mettrai en lien de la description tout donc, ton site internet, tes réseaux sociaux pour les personnes qui souhaitent te contacter. Et je les invite à le faire en tout cas. Merci infiniment.
Merci beaucoup. Et ben, merci à toi pour, ce moment et puis, pour, tout ce que tu me permets de faire. Voilà. Les contacts que tu vas m'amener et je te remercie beaucoup.